Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à 28 minutes, je suis très heureux de vous retrouver et je ne suis pas le seul, regardez qui est là, la belle équipe au complet, bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Mathieu. Et l'actualité du jour, eh bien c'est la sécheresse, une situation exceptionnelle et très préoccupante, a déclaré la ministre de la Transition écologique, pile au moment où la loi sur l'urgence agricole arrive à l'Assemblée nationale et forcément on reparle des méga-bassines. Nous ne sommes pas d'accord, nous ne serons jamais d'accord pour une privatisation de l'eau et le fait que certains puissent collecter l'intégralité de l'eau au détriment des autres, c'est-à-dire pomper la nappe phréatique, en garder le contenu dans une espèce de grosse citerne pour que tout le monde comprenne bien ce dont on parle et ensuite puisse refacturer aux autres la consommation de cette eau. Alors faut-il stocker l'eau ou moins en consommer? La France est-elle véritablement au bord de la sécheresse? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui aiment ventiler de la chronique pour rafraîchir l'atmosphère, à savoir Marjorie Adelson et Théophile Cossa. Au programme ce soir, Marjorie. Eh bien, Donald Trump vient de recevoir un prix, un nouveau prix, un trophée. Alors, c'est pas le prix Nobel de la paix, mais il y a quand même de la dorure et c'est quand même ironique. Bien rassuré. Et vous, Théophile? Il a fait podium hier lors de la 10e étape du Tour de France. C'est le nouveau chouchou de tous les amateurs de cyclisme. Paul Sexas, 19 ans seulement. Voilà, on va se demander comment est-ce qu'il peut faire pour être aussi bon, aussi précoce, aussi talentueux. C'est le nouvel espoir français, le phénomène Paul Sexas. Je vous raconte comment ça marche. Et oui, on vous retrouve en fin d'émission. Car avant ça, parlons d'une bonne nouvelle. Et oui, ça peut surprendre d'avoir d'un coup une actualité qui donne de l'espoir. Et pourtant, eh bien, c'est une réalité. La lutte contre le cancer fait actuellement des pas de géant, comme cette simple injection qui suffirait à rebooster nos cellules pour lutter contre l'agressivité de la maladie. Telle est l'idée portée par le généticien français Justin Ekem. Une vraie révolution dont il vient nous expliquer les détails. Et c'est tout de suite dans 28 minutes. Bonsoir Justin Ekem. Bonsoir. Vous êtes généticien et immunologiste à l'Université de Californie, San Francisco. Je vous présente l'équipe de 28 minutes. Bonsoir Valérie Brochard. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Fanny Veil. Bonsoir. Alors Justin Ekem, vous êtes aux côtés de la prix Nobel de chimie Jennifer Doudna. Vous avez élaboré une nouvelle méthode pour lutter contre le cancer grâce à l'ingénierie des cellules immunitaire. Jusque-là, je pense que j'ai bon. On va parler de tout ça dans un instant, mais juste avant, on a l'impression que concernant la recherche contre le cancer, on est en train de vivre un vrai tournant. Ça fourmille dans tous les sens. Pourquoi en ce moment? Pourquoi maintenant? Je dirais qu'il y a beaucoup de technologies qui sont développées et la combinaison de ces technologies qui nous permettent non seulement de mieux comprendre le cancer, mais aussi de développer soit des molécules ou des cellules, comme dans mon cas par exemple pour traiter le cancer, arrive maintenant à fruition. Et donc je pense que c'est vraiment la convergence de toutes ces technologies qui font ça. Alors, on va parler justement de vos recherches dans un instant, mais on va voir, Justin Ekem, pourquoi vous avez le profil idéal pour nous parler de ce sujet, et c'est signé Mathilde Blaillot. Justin Ekem, vous êtes généticien et vos travaux sont en train de révolutionner la lutte contre le cancer et de redonner l'espoir aux malades. Pour transformer nos globules blancs en armes de destruction des cellules cancéreuses, vous avez le profil idéal. Justin Ekem, plus jeune déjà, vous étiez décidé à dépasser les limites. À Bordeaux, où vous grandissez, vous performez aux 400 mètres haies et au décathlon. Plusieurs fois médaillé aux championnats nationaux, vous avez même été membre de l'équipe de France au championnat d'Europe junior et espoir en 2003. J'ai battu mon record de 3 centièmes. Donc c'est vraiment génial. Mais vos réussites académiques à l'école AgroParisTech vous forcent à laisser l'athlétisme pour la bio-ingénierie. Passé par l'Institut Pasteur, vous partez ensuite pour les États-Unis, à New York, aux côtés du chercheur Michel Sadelin, pionnier des immunothérapies. Pour moi, c'était un rêve et une évidence. Il fallait que je fasse mon post-doctorat avec lui. Vous travaillez ensemble sur cette technique qui consiste à prélever des lymphocytes T, un type de globules blancs pour les modifier génétiquement en laboratoire. Ces nouvelles cellules, appelées CAR-T, sont réintroduites dans le corps et vont identifier et retirer les cellules cancéreuses. Mais cette technique nécessite du temps et surtout beaucoup d'argent. Currently, most CAR T-cell products cost between $400,000 and $600,000 a dose. Et c'est là que vos travaux révolutionnent la recherche. Avec la Nobel de chimie Jennifer Doudna, vous avez expérimenté la possibilité de modifier des globules blancs in vivo directement dans le corps du patient grâce à une simple injection de particules. Votre méthode, en plus de réduire les délais et les coûts, serait plus sûre et précise. Les tests sur les rongeurs sont probants, notamment sur la leucémie, mais aussi des tumeurs malignes plus rares, les sarcomes. I think we're all being touched by cancer. Any type of cancer can be potentially treated with this type of technology.
Depuis 2019, vous développez cette trouvaille au sein de votre laboratoire à l'Université de Californie à San Francisco, en lien avec une start-up en biotechnologie que vous avez cofondée. Un premier essai clinique est prévu en 2027. Alors Justin Ikem, on vient le voir donc, vous travaillez donc sur ce processus donc de carter, donc de rebooster des cellules pour qu'elles luttent contre le cancer. Vous avez publié justement vos conclusions dans le magazine Nature et à ce propos, beaucoup de journalistes et de scientifiques ont parlé de révolution. Est-ce que vous reprendriez ce terme de révolution par rapport à votre traitement? On appellera ça une révolution, je dirais, quand ça marchera chez le patient. Ouais. Pour le moment, c'est encore chez les souris. Donc, c'est une étape très importante. On a aussi démontré que ça marchait chez le singe. Donc, c'est une étape intermédiaire avant d'aller chez l'homme qui est essentielle. Donc, je suis optimiste, mais pour pas de révolution, faudra traiter des patients. Mais alors, qu'on comprenne bien votre technique, puisque la thérapie CAR-T, à la base, c'est de prendre des cellules, les modifier en laboratoire et les réinjecter. Vous, ce que vous proposez, c'est de le faire directement à l'intérieur du corps humain. Concrètement, comment ça marche ? Alors, les challenges pour faire ça, c'est d'arriver à designer un vecteur qu'on puisse injecter directement dans le sang, qui puisse trouver les lymphocytes T, les ingénierer, pas les autres cellules. Donc, juste pour expliquer, les lymphocytes T, donc ce sont des cellules. Des cellules immunitaires, voilà, ça fait partie, c'est un des bras de notre système immunitaire qui vraiment a la capacité de tuer et d'aussi organiser d'autres cellules immunitaires pour arriver à détruire le cancer. Voilà. Okay. Et donc, l'idée, c'est, au lieu de les prendre en dehors du corps, et tout ce process prend du temps, coûte beaucoup d'argent, c'est de faire une simple injection, comme un vaccin par exemple, qui irait directement trouver les lymphocytes et les modifier. En une seule injection, on pourrait guérir du cancer ? Potentiellement, oui. Parce que c'est ce que vous essayez de faire. C'est ce qu'on fait parce qu'on travaille avec ce qu'on appelle une thérapie vivante. C'est-à-dire que ces lymphocytes ont la capacité de tuer les tumeurs, mais aussi d'organiser donc le système immunitaire autour de lui et de proliférer et persister pendant des décennies potentiellement. Alors vous l'avez dit, c'est un traitement qui actuellement existe, mais qui coûte très cher. Le fait que ce soit une injection, on imagine que les coûts seraient réduits. Est-ce qu'on peut aujourd'hui déjà imaginer un prix pour cette injection ? Alors, ce dont je peux parler, ce sont les coûts de production. Oui. Alors, on passe de coûts de production à plusieurs centaines de milliers d'euros à plusieurs milliers ou dizaines de milliers maximum. Ah oui, d'accord. Donc, c'est une division par 10 potentiellement. Et aujourd'hui, si cette injection, là vous avez parlé en effet pour attaquer tous les cancers, attaquer les cancers, est-ce qu'ils sont valables justement pour tous les cancers ou alors seulement certaines formes de cancer ? Alors pour le moment, il y a eu des preuves de concept qui ont été faites dans des types de cancers qu'on dit liquides, qui sont dans le sang, mais aussi on essaie d'aller contre les cancers type solides, qui sont considérés plus complexes. Ça demande un petit peu plus d'ingénierie, mais dans notre papier, on a fait des démonstrations que ça pouvait potentiellement marcher. Juste un mot, un cancer complexe, c'est quoi ? Alors par exemple une tumeur solide, par exemple des cancers du pancréas ou du poumon ou du foie, qui ne sont pas en circulation et moins accessibles. Et donc il y a plusieurs barrières pour arriver à soigner ces cancers-là. Non seulement arriver à pénétrer dans le cancer, mais aussi le cancer arrive un petit peu à créer un environnement où les lymphocytes ne marchent pas très bien. Et donc il faut arriver à plusieurs niveaux d'ingénierie qu'on est capable à faire aujourd'hui. Pour les rendre plus fortes et à résister à tous ces signaux qui essayent d'éteindre la réponse immunitaire. Vous parliez d'essais sur les souris, sur les singes même. Qu'est-ce qui vous manque pour passer aux humains ? Alors maintenant, on est juste à l'étape d'arriver à produire des très très grandes quantités de vecteurs de qualité qu'on appelle en GMP. Donc c'est des qualités qui peuvent être injectées chez le patient. Et donc là, on travaille sur ce process et tous les aspects régulatoires où on doit avoir, donc aux États-Unis, la FDA qui doit nous donner l'autorisation de commencer un essai clinique. Et donc on travaille là-dessus et on espère être en clinique d'ici la fin 2027. Alors fin 2027, mais concrètement, un traitement pour les malades, on peut déjà l'espérer, on peut déjà imaginer une date ou pas ? Oui, alors malheureusement, c'est toujours trop long. Hein. Oui, mais en général, ça prend à peu près 10 ans entre un essai clinique de phase 1 et ensuite une mise sur le marché, si c'est ensuite pris par des boîtes pharma. Des laboratoires. Ouais. Alors on va le voir justement, vous avez parlé de boîtes pharma, justement de ce fameux secteur privé, et on va le voir avec vous, Fanny, que la recherche médicale est aujourd'hui portée justement par des acteurs privés.
Oui, à commencer par votre start-up, Azalea Therapeutics. Alors, le plus grand marché de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, c'est celui de l'oncologie, justement. Alors, d'après l'Institut IQVIA, leader mondial de la recherche clinique et de la donnée de santé, les dépenses mondiales aujourd'hui en oncologie représentaient, en tout cas l'année dernière, près de 300 milliards de dollars. Et d'ici 3 ans, elles pourraient grimper à plus de 440 milliards. Les grands groupes, les biotech, les laboratoires privés espèrent donc chacun prendre leur part de ce marché en pleine expansion, tiré notamment par l'augmentation du nombre de patients et le prix des traitements. Et c'est vrai aussi pour d'autres secteurs de l'industrie pharmaceutique. Par exemple, la biotech parisienne Bionira Pharma, fondée il y a à peine 10 mois, a levé 143 millions d'euros pour mettre au point une biothérapie contre les maladies inflammatoires chroniques. Autre exemple, la start-up montpelliéraine Condry, 1 650 000 euros levés, là pour lutter contre une autre maladie musculaire, celle-là qu'on appelle la myopathie. Justin Ikem, pourquoi cet engouement du privé dans la recherche médicale ? Alors, on a toujours eu de cet engouement, mais disons qu'aujourd'hui, comme je disais au début, l'accès à de nouvelles technologies, la meilleure compréhension de maladies qui autrefois on ne comprenait pas les origines, permettent de développer des nouveaux médicaments. Aussi, comme la population devient plus âgée et qu'on arrive à soigner certaines maladies qui ne l'étaient pas avant, ou certaines maladies qui étaient avant létales maintenant sont des maladies dites chroniques. Donc ça demande en fait plus de thérapie, des gens qui vivent plus longtemps et plus de thérapie qui puissent ensuite soigner dans les cas de rechute par exemple. Et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cet engouement, mais aussi cet accord entre recherche académique et recherche privée. Car toutes ces recherches privées, en général, viennent au début de recherche académique. Mais ça veut dire aujourd'hui, concrètement, que le travail que vous avez effectué aux États-Unis, vous ne pourriez pas le faire en France ? Si, je pense que je pourrais le faire en France. Après, aux États-Unis, ce qui se passe, c'est qu'il y a un vrai accord entre les institutions universitaires, la philanthropie, qui est culturellement aux États-Unis est très importante, les fondations et l'industrie pharmaceutique. Ouais. Et disons que tout le monde travaille ensemble et aide à accélérer vraiment les développements, surtout les développements translationnels, c'est-à-dire aller dans les cliniques qui coûtent énormément d'argent. C'est un peu ce qui se passe avec le... C'est ce qu'on essaye de créer, en tout cas en région parisienne, avec le Paris-Saclay Center Cluster Cancer, qui se veut devenir un pôle d'excellence. Est-ce que ça pourrait vous faire revenir en France ? Alors, je connais très bien le Paris-Saclay Cancer Cluster et les acteurs qui ont poussé là-dessus. Je suis en discussion avec eux. Et je pense que c'est vraiment un excellent progrès. On voit qu'ils mettent justement ensemble les pièces du public et du privé pour essayer de travailler plus ensemble. Donc, je pense que ça va dans le bon chemin. Pour le moment, mon laboratoire aux États-Unis, mais j'aimerais bien un jour rentrer en France. Oui. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite, peut-être. Oui. En tout cas, voilà, vous revoir prochainement en France. Merci beaucoup. En tout cas, Justin Ikem d'être passé par le plateau de 28 minutes et venir nous expliquer cette technologie peut-être révolutionnaire, puisque le terme était employé par certains. Merci beaucoup. Allez, passons maintenant à notre débat. Après les canicules, voici le temps des sécheresses. Actuellement, ce sont 99 départements français qui sont placés sous surveillance pour d'éventuelles restrictions d'eau si la situation venait à s'aggraver. Un record depuis 2013. Le manque de pluie assèche les nappes phréatiques. Les grosses chaleurs mettent nos robinets sous pression en raison d'une consommation d'eau supérieure à la moyenne. Alors comment adapter le pays au manque d'eau qui vient ? Le stockage peut-il être une solution alors que revient cette semaine au Parlement la loi d'urgence agricole sur fond de polémique ? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem. La France suffoque et les cours d'eau aussi. Christophe Beltrane est à la tête de l'organisme en charge du canal du Midi. Avec la sécheresse, l'irrigation est devenue un casse-tête. On sent bien qu'il y a des tensions qui se génèrent autour de la ressource en eau. Donc l'enjeu pour nous, comme pour le monde agricole, c'est d'avoir la gestion la plus rigoureuse, la plus transparente et la plus parcimonieuse possible pour arriver justement à répondre à l'ensemble des enjeux sur des saisons qui sont de plus en plus compliquées à terminer pour l'ensemble des acteurs. Adoptée par le Sénat, la loi d'urgence agricole revient à l'Assemblée nationale cette semaine. En prévoyant d'assouplir les installations de bassines et en prévoyant de doubler la superficie dédiée au stockage d'eau, elle crée des réactions contrastées. Les agriculteurs applaudissent, mais certains spécialistes dénoncent un raisonnement à court terme. Mais on ne va pas dans le bon sens parce qu'il faut de la sobriété, ça veut dire produire pareil mais avec moins d'eau. Ouais. Il faut qu'on puisse partager les usages et anticiper, commencer à diversifier nos cultures. Pour les détracteurs du texte, c'est tout le rapport à l'eau qui mériterait d'être repensé plus profondément.
D'autant que de nouveaux acteurs ont fait leur apparition, à commencer par les centrales nucléaires qui pompent aussi de l'eau pour refroidir certaines de leurs installations. Ce week-end, 3 d'entre elles ont dû mettre à l'arrêt des réacteurs. 8 autres ont dû réduire leurs activités pendant le pic de chaleur. Les data centers, 352 à ce jour en France, nécessitent aussi de l'eau pour fonctionner de façon optimale. Un développement qui inquiète certains défenseurs de l'environnement comme Camille Etienne. Imaginez qu'on construit partout sur le territoire et qu'on devient de plus en plus dépendant, notre pays, nos systèmes financiers deviennent dépendants de ces data centers et de l'IA qui en découle. Imaginez donc qu'à un moment donné, on a une quantité d'eau limitée et qu'on doit décider qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on donne à l'agriculteur qu'elle a ou est-ce qu'on coupe d'un coup tout notre système financier qui dépend de ça? Alors, la France est-elle bientôt à court d'eau? Faut-il partager l'eau et comment? Faut-il en stocker ou bien changer nos habitudes? Le pays a-t-il une réelle vision de la gestion de l'eau? Voilà, et pour en débattre ce soir, nous recevons Agnès Ducharme. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et hydrologue. Et selon vous, se préparer à la sécheresse, c'est réduire les usages inutiles de l'eau et cesser d'en dégrader la qualité. Et pour ça, dites-vous, certaines pratiques agricoles et d'aménagement du territoire doivent changer. À vos côtés, Simon Porcher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences de gestion à l'Université Paris-Dauphine, auteur de Nous sommes faits d'eau, l'avenir d'une ressource vitale, publié aux éditions Les Corps Conducteurs. Selon vous, le risque de coupure d'eau potable est réel et les restrictions individuelles ne sont pas symboliques du tout, mais le premier consommateur reste l'agriculture avec des cultures comme le maïs qui demandent énormément d'eau. Et puis Agnès Pannier-Runacher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée Ensemble pour la République, ancienne ministre de la Transition écologique, également ancienne ministre déléguée à l'agriculture. Selon vous, les restrictions d'eau vont se multiplier, sauf si on s'y prépare vraiment. On ne peut pas, dites-vous, se passer de stocker l'eau, mais cela doit se décider collectivement. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Valérie, et la photo du jour. Oui, Jean-Mathieu, ce que vous voyez là, c'est un bras de Loire presque entièrement avalé par le sable près de Varade, en Loire-Atlantique. Une image qui a beaucoup fait parler ce week-end dans les JT nationaux, jusque chez nos amis belges, le fleuve Royal asséché. Sauf que ce serait peut-être, d'après certains spécialistes de la zone, un phénomène banal. Ce bras secondaire s'assèche régulièrement en été, tandis que le chenal principal, lui, reste en eau. Mais l'image n'est peut-être pas si trompeuse qu'elle en a l'air en juillet. Le débit du fleuve est tombé autour de 135 mètres cubes par seconde à Montjean-sur-Loire contre 262 en juin. En réalité, ce qui est exceptionnel cette année, c'est la précocité et l'intensité de l'étiage. Alors, Agnès Ducharme, dans cette image, est-ce qu'il faut voir un simple spectacle estival de la Loire ou au contraire le signal d'un fleuve désormais soumis à des sécheresses hors normes? Pour moi, dans ce que vous venez de dire, c'est vraiment la précocité qui est notable. Donc c'est un paysage qui sans doute est classique plus tard dans la saison à cet endroit. Et vraiment là, on est très en avance, en particulier par rapport à 2022, en ce qui concerne les évolutions des débits dans beaucoup de régions en France, les assecs des cours d'eau et aussi les arrêtés de restriction en eau. On est en avance de 15 jours à 1 mois par rapport à 2022, qui était la plus grosse sécheresse depuis 1976. Oui, alors justement, Agnès Ducharme, juste sur le sujet d'aujourd'hui, on parle en effet de jamais vu. Depuis 2012, vous parliez de 76. C'est vrai que là, est-ce qu'on vit quelque chose, un été là, historique concernant la sécheresse? Alors, oui. Mais malheureusement, j'ai tendance à vous dire que des étés historiques, des records, on va continuer d'en battre parce qu'une des principales raisons de la situation qu'on vit en ce moment, c'est le réchauffement climatique et tout le monde est au courant qu'il n'est pas en train de s'arrêter, bien au contraire. Au contraire, il s'accélère. Oui, je voulais vous parler aussi des nappes phréatiques. Le 1er juillet 2026, 93% des niveaux sont en baisse et 54% des points d'observation sont sous les normales mensuelles. Agnès Pannier-Runacher, comment c'est possible alors qu'on se disait que finalement depuis 2022, elles sont aujourd'hui d'un niveau plus satisfaisant qu'en 2022? On parlait justement de 2022. Comment c'est possible de parler de cette situation aujourd'hui? Mais en fait, cette situation, et Madame vient de l'exprimer très clairement, c'est la dérivée du détraquage climatique, parce que je pense qu'il faut vraiment... Détraquage. Détraquage, oui. Le dérèglement climatique est peut-être plus précis comme
image que le réchauffement climatique. Parce que moi, dans la circonscription où j'habite, le Pas-de-Calais, le réchauffement climatique, ça paraît sympathique pour un département du Nord. Mais ce n'est pas du tout sympathique. C'est-à-dire que vous avez des aléas, des événements qui sont de plus en plus détraqués. Vous avez trop d'eau l'hiver, vous n'avez pas du tout assez d'eau l'été. Et face à ça, effectivement, ce sont des politiques de moyen long terme qu'il faut déployer, c'est-à-dire pas des choses qui s'improvisent dans l'urgence. On a, je le rappelle, porté le Varenne de l'eau en 2022 qui prévoyait justement pour les agriculteurs un plan en 3 temps qui veillait notamment à faire évoluer les pratiques agricoles, à aller rechercher les variétés qui étaient les plus résistantes à la sécheresse, à s'interroger à ce qu'on pouvait continuer à produire sur certains territoires. Je pense à l'Occitanie qui est particulièrement en détresse hydrique et où c'est difficile de dire qu'il y a plus d'eau l'hiver et moins d'eau l'été parce que là, il y a carrément plus beaucoup d'eau du tout. Et donc, on voit bien que cette transformation, elle doit être accompagnée aux côtés des agriculteurs. En effet, 99 départements, de toute façon, aujourd'hui, donc c'est assez important. Et en effet, Simon Porcher, ce qui peut frapper, et c'est vrai d'une réaction, mais tout à fait normale, on a passé un hiver excessivement pluvieux. Il a plu, et on s'est dit, ça recharge les nappes phréatiques. Comment on peut basculer d'un coup comme ça dans le rouge ? Et effectivement, ce qui est significatif cette année 2026 par rapport à 2022, par rapport à 1976, c'est qu'on a eu beaucoup de pluie en hiver. 40 jours de pluie d'affilée, on avait des inondations sur tout l'ouest de la France. Ça a rechargé les nappes, c'est pour ça qu'elles prennent du temps à se vider et qu'elles sont plutôt bien chargées malgré les 3 canicules qu'on vient de vivre. Mais derrière, on a ces 3 périodes de canicules. On n'a eu pas beaucoup de pluie aussi en avril, donc la végétation était déjà sèche avant les canicules. Et donc on connaît des périodes de sécheresse. Et puis quand il fait sec, on a chaud, les plantes ont soif, donc il faut plus arroser. Nous-mêmes, on utilise beaucoup plus d'eau. On a plus 50%, plus 100% d'utilisation d'eau sur certains réseaux d'eau potable. Et donc ça crée une demande supplémentaire. Et justement, vous parlez des particuliers. Et moi, je voulais vous emmener à Vence, dans les Alpes-Maritimes, où l'eau est désormais sous surveillance. Depuis samedi, un arrêté préfectoral limite certains usages comme l'arrosage, le remplissage des piscines, le lavage des voitures. Une contrainte vécue comme une évidence pour certains de ses habitants. Si tout le monde se met à arroser toute la journée les jardins, je pense que ça ne permet pas d'économiser l'eau. Surtout que là, en plus, il fait très chaud. Donc, en période de sécheresse, je pense qu'il faut l'économiser. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. L'eau, on en a besoin, c'est vital. Donc, c'est à ne pas gaspiller, évidemment. Ouais. Même s'il n'y avait pas cet arrêté, je pense que chaque individu, il faut absolument qu'il fasse attention. Simon Porcher, ces restrictions, elles sont vraiment utiles, efficaces ou elles sont totalement symboliques ? Non, c'est utile parce que ça permet d'utiliser moins d'eau potable, surtout. Parce que là, on veut sécuriser l'accès à l'eau potable pendant tout l'été. Et donc, on dit aux gens, n'arrosez pas avec de l'eau potable, ne nettoyez pas vos voitures avec de l'eau potable. Vous êtes en période de restriction. Et puis, on dit aussi aux agriculteurs, attention, n'utilisez pas d'eau pour irriguer, surtout parce qu'on a besoin de sécuriser l'eau, la ressource, pour l'accès à l'eau potable derrière. Donc, c'est utile, évidemment. Le problème, c'est qu'on ne peut pas gouverner la France et gouverner l'eau d'une manière générale à coup d'arrêter restriction. Ouais. Il faut avoir une vision un peu plus de long terme pour mieux partager l'eau et éviter au maximum ces restrictions. Donc il faut vraiment se poser la question de la hiérarchisation des usages, la manière dont on peut stocker un maximum d'eau quand il pleut aussi, pour pouvoir la réutiliser en été, et puis d'équiper nos logements pour réutiliser les eaux grises, les eaux de la douche dans les toilettes par exemple, et utiliser l'eau de pluie pour arroser son jardin. Alors Agnès Pannier-Runacher, la ministre actuelle justement de la transition écologique, affiche donc aujourd'hui une priorité pour dire qu'il faut garantir l'accès à l'eau potable. C'est-à-dire qu'on en est là aujourd'hui en France de se dire qu'il peut y avoir un risque pour une partie du territoire demain ou là vraiment cette semaine par exemple de ne plus avoir d'eau potable. En tout cas, il y a un risque que quand vous ouvriez votre robinet, il n'y ait plus d'eau qui coule parce que la ressource est en grande souffrance et qu'il faudra acheminer de l'eau par un autre moyen. Certains villages aujourd'hui sont dans cette situation sur le territoire français. Ce n'est pas propre à la France. 100 000 habitants en France. Ouais. Oui, c'est ce qui n'est pas rien. Ouais. C'est pas propre à la France. La question du dérèglement climatique, elle concerne aujourd'hui tous les pays du monde et ces questions d'accès à l'eau potable sont de plus en plus prégnantes. Ce qui est nouveau, c'est que ça touche un territoire qui est habitué à avoir un climat tempéré et que ça touche des parties de territoire. Là, vous mettiez en évidence les Alpes-Maritimes. Moi, je suis d'origine méditerranéenne. Les Alpes-Maritimes, on a toujours quand même vécu avec les incendies, la chaleur, la question regardez, de l'eau. Regardez, ce qui est étonnant, c'est que ça frappe. Regardez, on voit la région de Limoges, on voit la Creuse, on voit des régions. Est en très grande difficulté. Et ça, c'est totalement inédit. Et c'est là où, effectivement, on va devoir créer des changements d'habitude et on doit embarquer tout le monde. Donc, oui, il va falloir partager l'eau. Oui, il faut un plan à long terme. Et effectivement, c'est pas par arrêté, c'est pas par décret. Et si j'étais
Jacqueline, ce n'est pas avec une loi que l'on résout ce type de problème. C'est effectivement en portant des projets dans la concertation et en faisant en sorte que tout le monde prenne sa part de l'effort. Mais Agnès Ducharme, qu'on comprenne bien cette carte, la situation est la même partout? Toutes les zones sont touchées par la sécheresse ou quand même il y a des différences dans les régions? Il y a des différences, c'est la gradation des couleurs, c'est-à-dire la sévérité des arrêtés d'interdiction est liée, même si ce n'est pas des règles mathématiques, parce que c'est des décisions humaines par les préfets qui amènent à ces cartes, mais l'intensité des restrictions sont liées à la diminution, au niveau faible des ressources qui est différent dans le Limousin ou dans le Pas-de-Calais. Mais par contre, si on prend l'exemple du Limousin, c'est pas du tout nouveau. Enfin, en 2022, on avait des situations analogues. C'est pareil, en effet. On va pencher pour qu'on sache exactement de quoi on parle. Qui consomme aujourd'hui le plus d'eau en France? Et question dans la question, qui en pompe le plus? Parce que c'est pas la même chose, expliquez-nous. Alors effectivement, il faut différencier prélèvement et consommation. Prélèvement, ça veut dire qu'on prélève de l'eau, mais qu'on la restitue ensuite au milieu. Et quand on regarde les prélèvements, ce sont les centrales électriques qui prélèvent le plus d'eau. Quasiment la moitié de l'eau prélevée en France, c'est pour refroidir les centrales électriques. Si on regarde les usages économiques, d'ailleurs, 80% de l'eau prélevée en France, c'est pour produire des biens agricoles ou industriels ou pour refroidir les centrales. Et l'eau du robinet, c'est seulement 20% des prélèvements. Après, quand on regarde les consommations, c'est l'eau qui est prélevée mais qui n'est pas restituée au milieu parce que c'est incorporé dans un produit. Et là, c'est l'agriculture qui consomme 61% de l'eau qui est prélevée. Parce que l'agriculture a quelque chose de particulier. Toute l'eau qui est utilisée est absorbée par les plantes. Donc, elle est absorbée par les plantes. Alors, les plantes peuvent transpirer derrière, mais en tout cas, l'eau n'est pas restituée directement au milieu. Oui, c'est ça, mais ça veut dire aussi, Agnès Pannier-Runacher, il faut changer finalement ce modèle agricole parce qu'apparemment, il est trop gourmand en eau. Il faut le changer? Alors, il faut le faire évoluer, mais je vais vous donner un exemple. Autant en Occitanie, il va falloir se poser la question de la poursuite de certaines cultures puisque la ressource est en train de diminuer. Autant dans le département dans lequel je suis députée, la question de l'irrigation va se poser puisque nous n'avions pas besoin d'irrigation et que là, vous ne pouvez pas faire de la culture, vous ne pouvez pas faire grandir des plantes sans eau. Donc, c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe. On n'est pas du tout entre blanc et noir, on est vraiment dans des nuances de gris et ça doit être porté au niveau territorial. Ensuite, il y a des méthodes. On sait que certaines variétés sont plus résilientes, moins consommatrices d'eau. On a toujours cette question du maïs qui est très consommateur d'eau. Il y a la manière aussi dont on pratique l'irrigation. Quand on fait du goutte à goutte, c'est pas tout à fait la même consommation que quand on fait ce qu'il y a sur l'image derrière vous. Oui, Agnès Ducharme, je vois ne pas être d'accord avec ce que dit Agnès Pannier-Runacher. Un point qui me semble manquer dans le paysage, c'est le fait que quand l'irrigation consomme 61% des ressources en eau de la France, ça se produit dans 3,5% du territoire. Et dans ces territoires-là, en fait, la pression sur la ressource est énorme. Et si on fait les calculs correctement, on réalise que les prélèvements en eau qui sont faits pour l'irrigation dans les territoires irrigués, ça représente des volumes qui sont supérieurs à la recharge des nappes, mais supérieurs de beaucoup, en fait. Ce qui explique, en fait, partiellement, les sécheresses de ces territoires. C'est-à-dire que l'irrigation intensive, en tout cas, celle qui notamment vise à irriguer le maïs, contribue notablement aux sécheresses. Et là, c'est l'histoire du cercle vicieux et des irrigants qui coupent la branche sur laquelle ils sont assis. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête le maïs en France? Moi, je pense qu'il faut réellement y songer, oui. Ouais, Simon Porcher, c'est possible, ça? Oui, on passe au sorgho, mais en fait un peu. Alors le sorgho, c'est une autre plante, hein, voilà. Oui, bien sûr. Oui, on peut passer sur d'autres plantes, on peut passer sur des cultures qui résistent mieux aux sécheresses. Et puis effectivement, on peut aussi améliorer la technologie. Alors le goutte à goutte, on peut le faire surtout pour les arbres, pour les pommiers par exemple. C'est-à-dire juste le goutte à goutte, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une forme d'irrigation. On envoie la goutte le plus proche de la plante, de manière à ne pas gaspiller d'eau. On ne va pas asperger de l'eau partout pour faire comme s'il pleuvait. Donc ça fonctionne très bien. On le fait beaucoup en France, en réalité, pour les arboriculteurs, par exemple. Ça permet d'économiser l'eau, ça permet de diminuer de 10 à 40% l'utilisation d'eau dans des exploitations agricoles. Ça s'accompagne souvent de stations météo aussi, qui permettent de faire des meilleures prévisions météo, et puis aussi de sondes qui calculent l'humidité dans le sol, de manière à ce qu'on rende la goutte d'eau plus efficace. Mais attention à tous ces mécanismes, toutes ces solutions techniques, parce que souvent, ça entraîne un effet rebond. Si je vous sécurise, si je vous permets d'économiser de l'eau, en fait, vous allez dire, en fait, je vais produire plus, je vais utiliser autant d'eau qu'avant, je vais ouvrir le robinet et je vais produire plus d'eau avec plus de goutte à goutte, tout simplement. Donc, il faut éviter ça, il faut avoir évidemment un usage sobre. Alors, l'autre, je voulais juste qu'on avance un tout petit peu avec l'autre poids lourd qui est donc le nucléaire. On a commencé à l'évoquer aussi avec
avec les centrales. Agnès Pannier-Runacher, est-ce que la planification énergétique française a sous-estimé la dépendance du nucléaire? Non, pas du tout. Alors, l'avantage avec le nucléaire, c'est que c'est une énergie qui est tellement sécurisée, entre guillemets, que c'est une des premières sociétés EDF qui dispose d'un plan d'adaptation au changement climatique, que la question de la consommation de l'eau, elle est tout à fait adressée pour la planification de nouveaux réacteurs nucléaires, et qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, il y en a 3 à l'arrêt et 8 au ralenti. Voilà, tout à fait. Mais ça a été prévu, ça? Mais ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire que vous n'avez pas de tension aujourd'hui sur la production énergétique. Oui. Vous en avez zéro tension. Et c'est normal. Et c'est pour ça aussi que l'on dit qu'il faut développer les énergies renouvelables. Et c'est pour ça que le photovoltaïque, ça tombe assez bien. Parce que ça produit très bien l'été. Donc, et que le coupler avec des stockages permet de soulager les réacteurs nucléaires. Donc, sur la question de l'énergie, je dirais qu'on a plutôt un peu d'avance. On doit améliorer les prélèvements d'une part et la consommation d'eau. Et vous savez que les 4 premiers réacteurs à venir vont être construits en bord de mer. Oui. Donc il ne présentera pas de difficultés. En revanche, il y a 2 réacteurs à Bugey sur lesquels les études de l'eau sont très complètes et se poursuivent, précisément pour sécuriser cette ressource. Et puis n'oublions pas que notre système énergétique contribue à gérer l'eau, c'est notamment toute la chaîne de barrages qui existent et qui ont aujourd'hui un usage de plus en plus important en temps d'inondation et en temps de sécheresse. Mais Agnès Buzyn, est-ce que ça veut dire, là, quand on en parle, on voit l'agriculture, on voit aussi donc l'énergétique, est-ce qu'on a basé finalement trop notre modèle sur l'eau? On en est très dépendant. En tout cas, moi, je rejoins assez largement Madame Pannier-Runacher sur le diagnostic présent, mais je pense qu'il manque, encore une fois, un élément dans le paysage. C'est que le climat d'aujourd'hui n'est pas le climat de demain. Et le climat de demain, ça va être plus chaud et plus sec en été dans notre territoire. Donc, en fait, les arrêts de centrales, 3 à l'arrêt, 8 au ralenti, aujourd'hui, mi-juillet, déjà, il y en aura davantage dans un mois. Et puis, dans 10 ans, au mois de juillet et au mois d'août, il y en aura encore davantage qui seront à l'arrêt, très certainement. Donc la plus-value, on va dire, de l'électricité nucléaire, qui est soi-disant d'être non intermittente, à mon avis, c'est quelque chose auquel il faut renoncer. Ouais. Alors, je ne pense pas, peut-être très rapidement, n'oublions pas que les maintenances se font essentiellement l'été dans les centrales nucléaires. Donc vous avez une saisonnalité d'utilisation des centrales nucléaires, et c'est précisément la force d'un mix énergétique qui ne repose pas que sur le nucléaire, qui est la force aussi de notre pays. Alors, on vient de parler justement de l'agriculture, on vient de parler du nucléaire, mais figurez-vous qu'il y a un nouveau grand consommateur d'eau qui est actuellement présent et qui fait son entrée d'une manière assez fracassante, ce sont les data centers. Soit les centres de données, en fait. Ah oui, souvenez-vous, ces grands hangars remplis de serveurs qui forment en quelque sorte la colonne vertébrale de notre Internet, de l'intelligence artificielle, du cloud. Alors, quel rapport avec l'eau ? D'abord, pour fonctionner, ces serveurs ont besoin d'électricité. Or, pour la produire, on l'a vu, les centrales nucléaires ont besoin d'eau. Ensuite, pour éviter que les puces de ces serveurs ne chauffent trop parce qu'on les sollicite en utilisant Internet, il faut les refroidir. Pour les refroidir, là encore le plus souvent, ça passe par des circuits d'eau froide. Des chercheurs ont calculé en 2025 qu'envoyer 10 à 15 questions à ChatGPT consommait environ 1,5 litre d'eau, soit les grandes bouteilles d'eau qu'on trouve en supermarché. Les chiffres, en plus, doivent être mis à jour parce qu'ils ont été mesurés sur une ancienne version de l'application, aujourd'hui peu utilisée. En France, l'autorité de régulation des communications électroniques estime que ces centres de données ont consommé en 2023 681 000 mètres cubes d'eau, soit environ 272 piscines olympiques d'eau, j'ajoute, potable. Sans méthode unifiée de calcul, il faut se reposer donc sur les données livrées par les géants de la tech eux-mêmes. Exemple, Google, 3e sur le marché du cloud, en pointe sur le terrain de l'IA avec Gemini. Google dit avoir consommé 30 milliards de litres d'eau en 2024, environ 12 000 piscines olympiques, rien que pour le refroidissement de ces serveurs. Problème supplémentaire, la quasi-totalité de l'eau qui est utilisée justement pour refroidir n'est pas recyclée puisqu'elle s'évapore. Et à cela, il faut en plus et enfin ajouter le fait que les data centers se multiplient pour répondre à des besoins d'une IA de plus en plus performante et qu'une grande partie de ces infrastructures sont en plus construites dans des zones déjà en stress hydrique. Simon Porcher, quand on met tout ça bout à bout, sachant qu'on manque déjà d'eau, on est en train d'en parler, ça veut dire quoi ? Qu'on va droit dans le mur ?
Ça veut dire qu'il faut vraiment faire de la planification là, parce que les data centers, ça utilise énormément d'eau. On parlait de Google, 30 milliards de litres, c'est la consommation d'eau d'une ville d'1 million d'habitants, hein, d'eau potable. Donc c'est énorme. C'est avant en plus le développement de l'intelligence artificielle générative. Donc on a besoin de data centers parce qu'il y a une question évidemment de souveraineté. Mais un data center, ça utilise beaucoup d'eau pour refroidir, mais en plus ça utilise beaucoup d'eau parce qu'il faut le connecter à l'électricité, et donc ça utilise beaucoup d'électricité. Et il faut de l'eau aussi pour refroidir les centrales électriques. Donc beaucoup d'ailleurs de projets de data center demandent à être rattachés directement à des centrales nucléaires pour utiliser énormément d'électricité. Donc il y a une question qui se pose. Amsterdam a fait un moratoire sur la construction de data centers, justement pour sécuriser l'eau potable. Au Texas, on a fait passer une loi en 2021 qui permet de couper l'électricité des data centers en cas de manque de ressources en eau. Donc il y a vraiment une question politique qui se pose et de positionnement des data centers pour ne surtout pas les mettre dans des zones en stress hydrique. Alors justement, Agnès Jussarme, cette semaine, Assemblée nationale, on parle de cette planification d'eau avec cette loi d'urgence agricole hein, pour répondre, on se souvient, aux manifestations des agriculteurs il y a plus d'un an. Est-ce que cette loi va véritablement changer aujourd'hui notre manière de gérer l'eau, de s'attaquer à ce problème aujourd'hui qui est quand même vital pour nous? Il me semble que ce n'est pas du tout l'objet de cette loi. L'objet de la loi d'urgence agricole, c'est de faciliter l'accès à l'eau pour les gros irrigants. Point, c'est tout. Donc les gros et puis irrigants, par ailleurs, aussi de faciliter la dégradation des captages pour l'eau potable, puisque seuls les plus pollués feraient maintenant l'objet d'une protection. Et ça, c'est vraiment l'eau que vous, moi, nous buvons tous, enfin tous les Français. Ouais. Agnès Pannier-Runacher, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que stocker l'eau, c'est aggraver la situation? Alors, vous avez plusieurs versions de ce projet de loi, et c'est là où ça devient un tout petit peu complexe. Vous avez une version qui a été votée à l'Assemblée nationale, qui était, on va dire, raisonnable. Oui. Et vous avez une version qui a été votée au Sénat, qui est déraisonnable dans sa rédaction actuelle. Pourquoi elle est déraisonnable? Parce qu'en gros, elle organise le fait que les irrigants sont prioritaires dans les usages de l'eau par rapport aux autres. Et d'ailleurs, même le MEDEF, qui n'est pas connu pour son militantisme environnemental échevelé, a parlé d'accaparement. Absolument. Donc, effectivement, là, il y a tout un travail qui est mené au sein de ce qu'on appelle la commission mixte paritaire. Elle se réunit demain, mais les négociations sont en cours en ce moment. Et de l'enfer au paradis, il y a quelques amendements. Si on utilise ou si on prélève trop l'eau au moment où il y en a, pour arriver finalement au débarrage de l'été où on n'aura plus d'eau, effectivement, on partagera la misère. C'est ça qu'organise en quelque sorte cette loi. Eh bien, écoutez, on va suivre ça et ces débats avec intérêt, notamment, j'imagine qu'on reviendra dessus vu la situation de cet été. En tout cas, merci à vous trois d'être venus débattre ce soir sur le plateau de 28 minutes. Dans un instant, il sera l'heure de retrouver les chroniques de Marjorie Adelson et Théophile Cossa. Nous verrons que Donald Trump n'est pas vraiment fan de la récompense qu'il a reçue concernant son action en Iran. Avant de nous intéresser au Tour de France et au phénomène Paul Sexas, un Français en pleine forme pour soigner notre blues, faute balistique, une petite grippe espagnole, comme ça en plein été, c'est bêta. Mais avant cela, retrouvons Victor de Quiver, l'ambassadeur de la culture générale ce soir. Vous dînerez moins bête et une vraie question, si vous passez à table, peut-on mourir d'avoir utilisé une fourchette? Peut-on mourir d'avoir utilisé une fourchette? La question vous paraît farfelue, et pourtant. En 1004, Maria Argyropoulina, la nièce de l'empereur byzantin Basile II, épouse le fils du doge de Venise. Mais quand elle débarque dans la ville, avec une innovation, elle va choquer tout Venise. Maria refuse de manger avec ses doigts, elle préfère utiliser une fourchette en or. Scandale absolu. Utiliser un ustensile en métal pour porter la nourriture à sa bouche, c'est d'une prétention insupportable. À l'époque, on mange avec les mains, noble comme roturier. Quelques années plus tard, Maria meurt dans sa vingtaine, prématurément donc. Et pour un célèbre théologien de ce temps-là, il n'y a aucun doute, c'est un châtiment divin. Maria a été punie pour sa vanité. Et oui, utiliser des fourchettes en métal artificiel au lieu des doigts donnés par Dieu, c'est un affront fait à la nature et donc au Créateur. Pourtant, au XIVe siècle, tout change en Italie. Les pâtes se développent massivement et la fourchette devient indispensable. Car essayez de manger des spaghettis avec les doigts, vous allez comprendre. Mais en Europe, la résistance persiste. En Angleterre, au XVIIe siècle, on considère qu'il est plus viril de manger avec les doigts. La fourchette, c'est précieux et snob. Heureusement, deux Italiennes vont changer la donne. Bonne et Sforza, d'abord, qui en 1518 épouse le roi de Pologne et introduit la fourchette à la cour.
et Catherine de Médicis en 1533 qui débarque en France avec ses fourchettes en argent, ses cuisiniers italiens et ses artichauts. Voilà comment, progressivement, la fourchette devient symbole de raffinement en Europe. Au XIXe siècle, avec la production de masse, elle se démocratise. Les manuels de savoir-vivre dictent désormais comment la tenir. En France, les dents pointent vers le bas, une convention pratique pour distinguer la table française de la table anglaise, où c'est l'inverse. Sinon, vous risquez de finir en enfer, comme Maria. Voilà, vous dînerez moins bête. Merci Victor de Quiver, un homme très élégant, que je connais personnellement, et je peux le garantir, en tout cas. Allez, il est temps de retrouver Marjorie Adelson et Théophile Cossa pour vos chroniques. On commence avec vous, Marjorie. On le sait, Donald Trump aime beaucoup les prix, et justement, il vient là de recevoir une grosse récompense. Oui, après le très controversé prix de la paix donné par la FIFA, le président américain a un nouveau trophée à ranger dans son armoire, enfin plutôt dans son salon. Le voici, 3 mètres de haut, de la dorure et bien sûr le chiffre numéro 1 marqué dessus. Bref, un style à la fois discret et épuré. On dirait une coupe sportive, mais cette fois-ci, promis, la FIFA n'a rien à voir. Comme l'explique le Washington Post, ce monument a été installé au National Mall, c'est pas très loin de la Maison Blanche. Il vise à récompenser l'investissement de Trump sur la scène internationale. Trophée de participation à la guerre en Iran, peut-on lire. Évidemment, c'est ironique. On doit ce trophée moqueur à un collectif d'artistes anonymes, Secret Handshake, que l'on pourrait traduire en français par la poignée de main secrète, c'est leur nom. Alors de quoi remercie-t-il Donald Trump exactement ? Eh bien de son engagement enthousiaste dans cette guerre. Il y a même une petite appréciation, comme à l'école. Je vous la lis. Alors que certains se préoccupent de la stratégie militaire, de diplomatie ou de résultats tangibles, le président Trump a fait preuve du courage de participer, quel que soit le résultat final. Voilà. C'est la médaille en chocolat, mais version géopolitique. Un trophée qui arrive toutefois à point nommé pour questionner la politique du président américain. Alors que le protocole d'accord de paix avec l'Iran a été signé, souvenez-vous, en grande pompe à Versailles il y a un mois, ce trophée pose une question. Qu'en reste-t-il aujourd'hui alors que les hostilités entre les deux pays ont repris ? Alors ce collectif d'artistes n'en est pas à son coup d'essai. Non, et Donald Trump est devenu leur cible ou leur muse préférée. C'est une question de point de vue. Il y a quelques mois, les artistes de ce collectif s'étaient cette fois lancés dans une sculpture inspirée du film Titanic. Sur le modèle de Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, on y voyait Trump et Epstein enlacés. Une manière de dénoncer les liens entre le président et le criminel sexuel. Alors à l'époque, cette œuvre, elle avait été très commentée. Mais cette fois aussi, cette coupe a fait réagir, notamment du côté de la Maison-Blanche. La porte-parole, Anna Kelly, dénonce des artistes sans talent qui devraient s'abstenir de donner leur avis sur la politique étrangère. Les États-Unis, affirme-t-elle, ont atteint tous leurs objectifs dans cette opération iranienne. Bon, quoi qu'il en soit, cette coupe, elle restera exposée pour 7 jours. Mais après, eh bien, tout comme les Bleus, pas sûr que Donald Trump ramène la coupe à la maison. Oui, ça c'est pas très sympathique, hein, vraiment Marjorie. En tout cas, voilà, ça sera pour la prochaine fois. Nous, en tout cas, on ne sait pas si pour Donald Trump, ça sera la prochaine fois non plus. Merci beaucoup, en tout cas, Marjorie. Alors, on va essayer de se consoler, justement, de cette soi-disant défaite des Bleus, parce que ça n'a pas existé, hein, voilà, dans un autre monde. Théophile, le très jeune coureur français Paul Sexas s'est offert hier son tout premier podium lors de la 10e étape du Tour de France. Et alors, lui, il nourrit, lui aussi, hein, les espoirs de tous les passionnés de cyclisme. Dites-nous, le phénomène Paul Sexas, comment ça marche ? Il a seulement 19 ans et bat déjà des records de précocité. Rendez-vous compte, c'est le plus jeune participant au Tour de France depuis 1937. Ah oui. 1m86, 64 kg, longiligne, ça c'est ce qu'on appelle un physique de grimpeur redoutable dès que la route prend de la pente, mais pas seulement. C'est simple, il est à l'aise partout, hein. Rouleur, grimpeur, puncher, même en épreuve du contre-la-montre dont il a été champion du monde junior, il développe une puissance phénoménale. Vous savez comment le surnommait son premier entraîneur ? 3 poumons. Ah oui. Et attendez, il a le physique, la résistance à la fatigue, la capacité de récupération, ok, mais aussi le mental et le goût pour ce qu'on appelle attaquer. Alors attaquer, vous savez, hein, c'est lorsqu'on accélère comme ça pour s'échapper du peloton, on se met en danseuse comme ça, sûr, ouais. Juste avant l'arrivée. C'est toujours le meilleur moment, parce qu'il a l'air inoffensif, hein, comme ça, le petit Sexas avec sa tête d'ange. Mais attention, comme dit le directeur sportif de son équipe Décathlon CMA-CGM, des gars comme ça, tu les croises dans la rue, hein, ils sont super gentils, polis, tu les mets sur un vélo, ce sont des animaux,
des pitbulls. D'ailleurs, personne ne l'avait vu venir, hein, tellement c'est allé vite. En mars dernier, il était encore quasiment inconnu. Né à Lyon dans une famille qui n'a rien à voir avec le vélo, c'est son grand-père qui lui donne le virus en regardant le Tour chaque été. 2023, il rejoint l'équipe Décathlon. Il passe pro fin 2024. Il gagne le Tour de l'Avenir en 2025. C'est un peu l'antichambre du Tour de France. Et puis alors 2026, c'est le décollage. 7 victoires, dont la fameuse Flèche Wallonne en Belgique, où il grimpe le mur final en 2 minutes 43 secondes. Mieux que le meilleur temps de l'immense star actuelle, Tadej Pogačar, quadruple vainqueur du Tour de France. Et justement, alors comment ça se passe pour Paul Sexas, ce Tour de France là 2026 ? Eh bien plutôt pas mal pour un petit gars qui n'avait jusqu'à la semaine dernière jamais disputé plus de 8 jours de compétition de suite dans sa carrière. Leader de son équipe, il a fini donc 3e de l'étape mardi derrière le Slovène Pogačar et le Belge Evenepoel. Il est actuellement 5e au classement général. Et si le roi Pogačar pour l'instant domine, Paul Sexas a peut-être déjà gagné le plus important, l'amour du public. Ah oui. Pas un virage où on ne voit pas une pancarte avec son nom. On l'attend depuis Bernard Hinault, disent certains. Bernard Hinault, le quintuple et dernier vainqueur français du Tour, c'était en 1985. Ah oui. Et quand on sait que Hinault n'a couru sa première grande boucle qu'à seulement 23 ans, tous les espoirs sont permis pour Sexas, pour cette année. Et surtout les suivantes. Ah oui, surtout les suivantes. C'est toujours ce qu'on se dit. C'est comme le foot, hein, vous voyez. Surtout les suivantes. Merci beaucoup à vous deux. Merci, mes amis. À suivre sur Arte après votre épisode d'animation intitulé Putain de chat. Et oui, retrouvez. Alors, ça n'a rien à voir, Georges Clooney, hein, en DRH nomade, prêt à changer de vie. Et on le suit totalement. In the Air de Jason Reitman. À voir sans faute. Nous, on se retrouve bien sûr demain, 20h05. Tchuss.